Ouais. Monsieur Claude Vial. Présent. Monsieur Pascal Henry. Présent. Madame Marie Spara. Monsieur Bernard Mongy. Madame Florence Tessier. Monsieur Frédéric Costa. Madame Elisabeth Moulin-Royon. Monsieur Louis Cauchy. Madame Joëlle Gomez. Oui, présent. Monsieur Marcel Collet. Monsieur Guy Bocanson. Monsieur Alain Bonnefoy. Monsieur Jean-Pierre Geret. Madame Pascal Guillet-Forissier. Elle est sur la route, comme là. Madame Louise Arcolange. Madame Maria Bonavent. Oui. Madame Géraldine Vincent. Elle va venir. Monsieur Jean-Pierre Jallat. Oui. Monsieur Sébastien Arnaud. Madame Jennifer Caminade, représentée par Monsieur Guy Bocanson. Monsieur Michel Béal. Oui. Michel Vial. Monsieur Pierre Chenet. Monsieur Frédéric Digonnet, représenté par Monsieur Pierre Chenet. Madame Suzanne Fourré. Monsieur Jean-Philippe Banger. Monsieur Patrice Perrard. Monsieur Yvon Valère. Madame Béatrice Brevet. Alors, par rapport au compte rendu du conseil municipal du 3 avril, des remarques, des questions, on considère comme approuvé. Sur la liste des arrêtés pris depuis la séance du dernier conseil municipal, Oui, on a des questions qui viennent concernant l'arrêté numéro A19 sur le contrat de l'utilisation de l'habitation pour 2 studios. C'est référence à... dans le gîte de Chazot, qui est loué, il y a des fonctions, quand on accueille des groupes sur des gîtes de ce type-là, il y a des fonctions de SIAC, il y a des fonctions de sécurité, c'est-à-dire que les groupes doivent bénéficier pendant la nuit de la présence d'un agent qualifié qui est à même de procéder aux bonnes décisions, aux bonnes évacuations, aux bons réflexes vis-à-vis du déclenchement d'une alarme incendie ou d'autres situations. Il y a donc des agents qui couchent sur place, et donc à ce titre-là, on mobilise ce qu'on appelle un studio pour qu'ils puissent coucher sur place. Et donc, comme ce studio a un usage spécial, il faut l'assurer. D'accord. Et puis les deux, je continue. Ah ben, continuez. Et puis les deux arrêtés concernent la halle, donc le lot 1 qui avait été attribué à la société Bouillère, la maçonnerie Bouillère, et l'autre de la sous-traitance qui est faite avec Socoma pour de la charpente. Oui. Et puis l'autre, SDRTP, alors on ne sait pas trop, parce que c'est pour les réseaux, c'est le 19 à 098. Oui, ben, les titulaires des marchés nous ont demandé d'agréer leurs sous-traitants dans les deux cas. Donc c'est l'agrément de leurs sous-traitants. Ils sont obligés, quand ils travaillent avec une entreprise sous-traitante, c'est eux qui sont titulaires du marché, donc ils sont censés exécuter. Et quand ils n'exécutent pas les parties, ils nous soumettent la sous-traitance. En l'occurrence, par exemple, dans le cas de Socoma, sous-traité avec une entreprise locale, nous, on applaudit des 3 mains si on en a 3. Et donc, qui a en plus les qualifications, pour être clair, hein, parce qu'il y a un problème de compétences. Donc, ils doivent nous faire approuver leurs sous-traitants. Et les sous-traitants sont approuvés à travers un arrêté. Donc, ça ne change pas en substance ni le marché ni les travaux. C'est simplement des parties de travaux de réponse qu'ils ont fait. Souvent, d'ailleurs, ils ont associé à leur réponse à l'appel d'offres le sous-traitant. Mais ils le déclarent au moment où ceci va terminer. Et on doit nous l'agréer. C'est une forme d'un arrêté. Merci. C'est bon? Oui, oui. C'est bon par rapport à ces arrêtés? Alors, le point numéro 1 de l'ordre du jour, c'est l'obligation de soumettre à cette assemblée le compte rendu d'activité de la communauté de communes de Loire-Semaine. Alors, je pense que vous avez tous lu le document qu'on vous a transmis et vous avez accès à travers le site d'ailleurs à un document beaucoup plus détaillé et exhaustif avec énormément plus de pages. Bon, qu'est-ce qu'on peut peut-être en dire pour l'illustrer? La situation de notre communauté de communes, une population qui continue à croître de manière
raisonnable, sans doute un peu moins vite d'ailleurs qu'avant. On sent une inflexion sur le territoire et on sent que la croissance est plus faible sur nos secteurs et parfois nulle et négative sur d'autres secteurs de ce territoire. Voilà. Un volume général du budget de fonctionnement qui tourne autour des 9 millions d'euros. La caractéristique de cette année, c'est qu'on voit apparaître des budgets d'assainissement, puisque la compétence est maintenant gérée par les communautés de communes. Sur le développement économique, sans doute ce qui caractérise ce rapport, tel qu'on le lit, c'est qu'on voit bien que chaque terrain est précieux et qu'on a très peu de mètres carrés disponibles à l'échelle de la communauté de communes. Les mètres carrés disponibles sont souvent réservés, pré-réservés, compromis de vente. Vous voyez, sur les zones industrielles, on parlait de 22 000 mètres carrés disponibles, mais il y en a déjà plus de la moitié qui sont préaffectés à des entreprises et des opérations en cours. Voilà. Sur la pépinière du viaduc de Pont-Salomon, il reste un local, à ce jour à louer, suite à un départ récent, puisque vous savez que c'est des entreprises qui sont là pour une durée donnée sur une pépinière. Sinon, la pépinière a été pleine, donc il reste à ce jour un local de 360 mètres carrés, suite à un départ d'une entreprise. Qui était une entreprise qui déployait la fibre sur notre territoire. Donc elle a en gros fini sa mission, elle quitte ce lieu, il y a un local de 360 mètres carrés. Sur l'hôtel d'entreprise de Saint-Just-Malmont, tout est occupé. On travaille bien sûr sur la réalisation de la zone de Bramar. C'est des dossiers longs quand il faut créer une nouvelle zone. Et cette zone, on peut dire qu'avant même sa création, elle est déjà largement commercialisée. Elle sera sans doute finalisée dans les 2 ans, 2 ans et demi, parce qu'il y a toute la nature des procédures et des travaux derrière, mais elle est déjà pré-commercialisée. OREC, ça vaut le coup d'en dire un mot à travers le dossier Interrep que vous connaissez, vous pouvez aller voir sur place. Les fondations spéciales sont en train d'être mises en œuvre depuis quelques jours là, donc ça avance. Et l'objectif de l'entreprise, c'est d'être dans les lieux en décembre. Voilà. Il y aura peut-être d'autres dossiers de ce type-là sur OREC. On ne peut pas ne pas dire un mot de Chénet, où là, on sait qu'on est sur une entreprise qui était une entreprise importante, fondamentale et historique du territoire. Bon, pour le moment, la liquidation a été prononcée et on est dans une phase où le liquidateur est en recherche des meilleures solutions pour la suite. Il faut espérer que le liquidateur privilégiera les solutions qui permettent de relancer cette entreprise et non pas de payer au mieux les créanciers en dispersant les matériels et les... Voilà. Il faut espérer qu'il saura privilégier une entreprise favorisant la présence d'emplois et d'activités dans ce lieu. Voilà. Il faut savoir, sur ce chapitre de l'économie, fonds d'intervention locale de Warsman, aide à l'immobilier en entreprise, un des axes forts de la communauté de communes, c'est à travers des aides décidées par la communauté de communes, de permettre de bonifier ces aides à travers les fonds européens leaders, à travers le département, et d'ainsi d'être aux côtés des entreprises du territoire chaque fois qu'elles ont des projets de développement. On peut retrouver ça en matière d'aménagement du territoire, à travers le programme Habiter mieux, qui est un succès sur le territoire. Et sur OREC, il y a quelques communes qui vont un peu plus vite, dont OREC, quelques communes où sans doute l'information a circulé plus lentement. Nous, il y a toujours des gens en permanence et des dossiers qui se font. Alors ça veut dire du travail pour nos artisans et du mieux-être pour ceux qui profitent de ces fonds et de ces aides pour améliorer en énergie leur logement, améliorer en accessibilité, etc. Donc c'est un deuxième programme. D'un côté, on aide les entreprises à se développer, de l'autre côté, on aide les habitants à mieux habiter et à améliorer leur habitat. C'est des points importants. 34 dossiers en 2018.
Et on sent que c'est une expérience qui peut se prolonger, s'amplifier. Il faudra regarder comment on peut le faire. Et là aussi, l'intervention de la communauté de communes déclenche l'intervention d'autres fonds d'habitat de l'État et donc permettent aux gens d'avoir des participations intéressantes, substantielles, quand ils se lancent dans des travaux propriétaires. Voilà, je passe peut-être sur les travaux de voirie et de bâtiment. Je ne recite pas la passerelle du saut du chien. Alors, ce qu'il faut peut-être noter, c'est qu'aussi, même si ce n'est pas sur le passé, c'est sur le présent, après la compétence assainissement, on est en train d'avancer sur la prise de compétence eau. La loi est inscrite de telle manière que, sauf opposition d'un certain nombre de communes du secteur, le transfert se fera automatiquement au 1er janvier 2020. Donc pour le moment, nous nous y préparons, dans la mesure où il n'y a pas eu sur ce territoire à ce jour d'expression d'avis contraire. Première année d'exercice de la compétence assainissement, moi je dirais les choses se calment. Voilà, il faut être attentif les premières années à ce que le service ne bouge pas, garde sa qualité, qu'il y ait de bons échanges entre communes, communautés de communes, que tout ça se cale dans un excellent esprit pour les années à venir. Dans le développement touristique, alors, de manière spécifique, l'ouverture de l'office de tourisme sur Orec, la création cette année de l'espace VTT. Donc on voit bien sur notre territoire, randonnée, trail, VTT, essaye de développer vraiment une politique, il y a eu un bel article d'ailleurs dans la presse, qui est une politique, j'allais dire, de tourisme durable, au service déjà des habitants du territoire, puisque c'est leur terrain quotidien, quand ils ont des chemins, des randonnées possibles, des lieux pour courir, etc. Et au service d'un tourisme paisible et équilibré. La culture, bon, ça fonctionne. Un petit zoom sur le nombre d'adhérents à la médiathèque d'Orec-sur-Loire, qui tourne autour de 1000, en fonction des années, là c'est 932, hein, donc une bonne réussite de cette médiathèque au sein de la population orecoise. Sur l'enfance, famille, jeunesse, vous pouvez lire, hein, on a eu cette année une enquête sociale avec des interrogations des usagers sur la manière dont ils vivaient l'ensemble des services qui étaient développés sur leur semaine. Une vraie enquête, hein, pas sur un échantillon de 10 ou 20, mais sur l'ensemble des pratiquants, qui a permis, de déceler de réels indices de satisfaction sur les prestations qui sont prévues pour la petite enfance, et parce que c'est toujours l'objectif quand on essaye d'aller au plus près des gens et de les questionner, qui a permis aussi de cerner des besoins ou des pistes de progrès sur tout ce secteur de la petite enfance, tout ce secteur de la parentalité, où la communauté de communes intervient régulièrement à travers un accompagnement des familles, des thèmes, des conférences, etc. etc. Voilà. On a toujours, et je le dis, nos journées sécurité routière, parce que ça fait partie de la prévention et de la prévention de la délinquance fut-elle routière. Donc ça fait des années qu'on y travaille, ça fait, j'oserais presque dire, une génération maintenant de jeunes qui y passent, et on espère qu'à travers ça, ça a évité un certain nombre de drames, et que ça a peut-être sauvé de temps en temps une vie parmi tous ces jeunes qui ont entendu et vu et visualisé ce que peut faire et où peut conduire les prises de risque dans le fait de conduire. On les met, je le rappelle pour chacun, y compris chaque année, en face de gens qui peuvent leur expliquer ce qu'est la vie en fauteuil roulant après un accident. Donc c'est rude, mais en même temps c'est la réalité des conséquences parfois de prise de risque. Voilà, il y a eu un certain nombre d'efforts sur la vidéoprotection sur le territoire, avec le remplacement d'un certain nombre de caméras et des opérations en cours pour finir de boucler les entrées-sorties du territoire pour faciliter un certain nombre d'enquêtes sur les formes de banditisme, de cambriolage nomade qui sont celles les plus fréquentes aujourd'hui. Et puis toujours notre fourrière automobile, bien sûr. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce rapport d'activité? Oui.
Tout à l'heure, vous avez parlé par rapport à la compétence de l'eau abandonnée à la Comcom. Vous ne voyez pas ce qui se passe en ce moment sur Facebook, sur les quartiers de semaine. Vous de dire, on ne va peut-être pas prendre le réseau tout de suite. Attends, je sais pas si vous l'oubliez ou pas. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce même? Je ne sais pas, j'ai vu pas mal de photos de l'eau un peu trop. Excusez-moi, je ne sais pas trop le voir. Et vous en pensez quoi? Je pense que le réseau, il doit pas être, ou alors il est vraiment encrassé, ou alors il est vieillissant, pour avoir des eaux de cette couleur. Je ne pense pas que c'est l'eau de station qui a de cette couleur, vu qu'elle est traitée quand même. Donc la compétence, si on veut leur donner un réseau à la Comcom. Alors d'abord, il faut être précis sur cette problématique, parce qu'elle encombre parfois vos esprits, ou les esprits en général, mais j'ai l'impression que les citoyens mûrissent là-dessus, y compris ceux qui ont de troubles, hein, c'est détestable d'avoir de troubles. Si vous êtes attentif sur les réseaux, vous avez vu qu'il y a des gens qui ont témoigné de Murol-Muré-les-Combes. Alors ils ont témoigné plusieurs fois, et ils ont témoigné en disant, bah nous, les travaux ont eu lieu l'année dernière, et on n'a plus de problème. C'est pas mal ça. Ils ont même témoigné après l'incendie, où il y a eu un tirage massif sur les canalisations, ce qui en général déclenche ces phénomènes d'eau trouble. Et ils ont dit, bah, il y a eu un incendie, et ça s'est bien passé pour nous. Donc, touchons du bois, ou du bois stratifié, il semblerait que chaque fois qu'on boucle les travaux sur un secteur, on en finisse avec ces problèmes. Donc moi j'aimerais bien que ça imprègne vos esprits. Parce que on peut polémiquer, on peut faire ce qu'on veut, mais on bosse. Et tous les lieux qu'on a traités, ça a été le cas de la route de la Faille, je peux tous vous les refaire si vous voulez. On est la commune de l'ensemble du secteur, voire de la Haute-Loire, qui renouvelle le plus ses réseaux depuis plus de 5 ans. Donc on n'est pas du tout à la traîne. Et puis si vous lisez le journal, ou si vous allez sur Facebook, et si vous regardez sur d'autres communes, c'était, je crois, la semaine dernière, c'était Basse. Il y avait de l'eau trouble, à Basse. Et il y a 2-3 mois, c'était Monistrol. Il y avait de l'eau trouble, c'était Monistrol. Donc, vous savez, on est en train de vivre un truc qui se vit sur tous les réseaux, qui n'est pas très particulier. Et la seule solution, c'est de changer les réseaux. Il n'y en a pas d'autres. On n'en connaît pas d'autres. Il y a une qualité de fonte qui a été posée à une époque lointaine et qui se corrode dans le temps et qui donc lâche des particules. Et ces particules, dès qu'on les met en mouvement, elles produisent une eau trouble. Donc dès qu'on a un phénomène particulier, alors ça peut être un début de saison où toutes les piscines se remplissent, ça peut être des travaux sur une canalisation, ça peut être l'usage d'une bouche incendie, ça peut être une fuite, puisque notre réseau, en permanence, il se casse. On a 70 km de réseau. Donc en permanence, il y a des morceaux à... Bon. Et bien chaque fois qu'il y a un truc comme ça, sur certains secteurs, et pour certains abonnés, pas pour les 2500, pour quelques dizaines d'abonnés, il y a un phénomène d'eau trouble. C'est extrêmement désagréable. Mais il faut donc bien le qualifier techniquement. Je ne sais pas si c'est vraiment clair pour chacun. Donc pour le moment, qu'est-ce qui se passe sur ce même? On a attaqué les travaux, entre autres les travaux par exemple de la rue Haute, il y a 2 ans. Voilà, 2 ans, 2 ans. On a donc réparé une partie de canalisation. Ce qui veut dire que ça a accentué le phénomène, à la fois de rupture, de fuite, de fragilité sur les autres parties de réseau. Puisque plus on remet un réseau d'État, plus les parties faibles du réseau perdent. Et on finit cette année l'ensemble du quartier. L'ensemble. C'est-à-dire, ça fait quoi là, 4 km 4 km 100, oui. 4 km. Donc, canalisation principale et canalisation de bouclage dans les quartiers. Allez, on verra bien après. Si ça se trouve, quand on aura fini, on s'apercevra qu'il y a un petit bout qu'on a oublié quelque part et qui va se réveiller. Et donc, on le verra par l'eau trouble chez quelqu'un. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe pendant cette année? C'est une année de galère. Parce que pour changer un réseau, vous faites des travaux publics. On attaque à un bout, on finit à l'autre. Au fur et à mesure qu'on avance, on bascule sur la nouvelle canalisation. Et on raccorde les gens. Donc pour ceux qui ont la chance d'avoir la nouvelle canalisation et d'être raccordés, fin de l'épisode. C'est ça.
Par contre, chaque fois qu'on raccorde, chaque fois qu'on rebranche, chaque fois qu'on bascule la canalisation, chaque fois qu'on fait une interruption, on rescoue l'ensemble du réseau. Et on encaisse un épisode d'eau marron. Non, mais ma question, c'était pas par rapport à ça. Mais si, mais moi je vous le dis parce que vous parlez de Facebook et autres. Donc on explique aux gens, on réexplique, on communique, on fait des lettres, on prévient quand on ferme les réseaux, on prévient quand on fait des bascules. Benoît y passe énormément de temps, avec Alain, moi aussi. On reçoit les gens quand ils veulent bien nous donner réellement leur nom, leur adresse. On va contrôler chez eux, on essaye de trouver comment on peut améliorer leur situation de manière temporaire, parce qu'on a une mauvaise année à vivre collectivement. Mais j'ai vu que maintenant, il y a quelques personnes qui l'ont saisi et qui disent c'est long jusqu'en septembre, mais en septembre, ça ira mieux. Voilà. Donc, c'est ça le travail. Alors après, est-ce que donc notre réseau serait dégradé et que nos collègues n'en voudraient pas? Eh bien, je vous tranquillise. Notre réseau, il n'est pas dégradé. Le taux de renouvellement est tel qu'il va être parmi les très bons réseaux. Malheureusement, pendant qu'on fait ça, on perd en rendement. On éclate des canalisations qui sont fragiles. On a de l'eau marron chez les gens. Je ne veux pas parler des voisins, mais on en a parlé hier en bureau. On a constaté, puisqu'il y a un audit général. Donc moi, je vous parlais du taux de renouvellement Mahorais. Taux de renouvellement moyen sur plus de 5 ans, le bureau d'études a mis 2,5% du réseau. Enfin, ça fait 1 km, un peu moins de 2 km par an, mais si on fait des moyennes lycées sur assez longtemps. Puisque là, on est plutôt à 4 km. Il y a des communes où la moyenne annuelle de renouvellement, elle est entre 60 et 300 mètres. Nous, elle est en kilomètres. Je crains que les difficultés à venir dans le patrimoine commun soient sur ces communes qui, depuis 5 à 10 ans, ne se sont pas attaquées forcément et courageusement au renouvellement de leur réseau. Et donc, je pense qu'on arrive, nous, avec un budget équilibré, un endettement faible, peu d'emprunts sur l'eau, c'est-à-dire on va en faire. Et pour rendre des comptes neutres, on va bien équilibrer notre budget. Et un taux de renouvellement du réseau qui fait qu'on sera plutôt parmi les élèves bien notés de la classe. Voilà. Alors en plus, on arrive avec un prix de l'eau faible. Faible par rapport aux autres. Hein. Faut retenir, c'est-à-dire que l'eau coûte moins cher aux Orécois qu'elle ne coûte, y compris sur les communes riveraines. Je ne vous parle pas pour ceux qui ont l'expérience de Mons, hein, c'est-à-dire nos voisins stéphanois et autres. Si je vous en parlais, ce ne serait pas une différence de prix faible, ce serait une différence de prix considérable. Donc on n'est pas très cher. On a beaucoup renouvelé et on est plutôt dans la maîtrise de nos réseaux. Et par contre, on a un épiphénomène, c'est que quand on travaille sur ça, on crée beaucoup de désagréments aux gens, plus encore que l'année d'avant. Et on fabrique des fuites, ce qui veut dire qu'on fait chuter le rendement. On en a encore une, c'est quoi, c'est la semaine dernière. Au moment du raccordement, on a cassé une des grosses canalisations. Quand on a ouvert, elle était ouverte sur un mètre de l'eau. Bon, fissuré. Voilà, fissuré. Ça a explosé quand on a ouvert. Vous voyez, donc il est temps de le faire. Pour moi, c'est le dernier grand secteur. On a d'autres secteurs, hein, mais c'est le dernier grand secteur où il y avait des gens qui se plaignaient. Donc on va boucler ça. Par contre, on a des canalisations de transfert qu'il faudra changer aussi. Elles n'ont pas des abonnés, c'est pas tout à fait le même travail, c'est peut-être pas les mêmes difficultés, mais il nous en reste quelques-unes à changer. Est-ce que ça répond à vos questions? Mais alors, aucune inquiétude, hein, je pense que les collègues... Alors je vais vous dire les choses autrement. Si les collègues ne veulent pas qu'on transfère, il n'y a pas de souci, on garde. Moi, je pense que le sens du transfert, j'espère qu'on le partage, mais le sens du transfert, c'est que sur ces domaines, eau, assainissement, par rapport à la technicité nécessaire, par rapport au travail, c'est mieux d'être ensemble, y compris pour amortir globalement les investissements. Voilà, c'est mieux de jouer collectif. Et l'eau, de mon point de vue, devrait être au même prix dans chaque collectivité. Ça ne devrait pas être une course et à un prix raisonnable, évidemment. Voilà. Donc, personnellement, moi, je suis très favorable au fait qu'on mette en commun pour l'efficacité sur des domaines comme ça. Et qu'on reste attentif, nous, communes, à la qualité du service. C'est-à-dire qu'on continue à s'y intéresser pour que la qualité du service reste.
Ça m'étonnerait, moi, qu'il y ait des gens qui ne veuillent pas du transfert, qui ne veuillent pas d'OREC dans le transfert. Ce qui pourrait arriver, mais jusqu'à présent, aucun collègue ne l'a exprimé, mais par exemple, le collègue de la SIO est très hostile à tous ces transferts. Donc s'il avait trouvé une autre collectivité partageant son point de vue, je pense qu'il se ferait un plaisir, démocratiquement, bloquer la machine. Mais ça ne serait pas lié à une commune. Ce serait pas lié à une commune. Il faut savoir que d'autres... Une autre petite chose, c'est un sujet intéressant. Vous savez quelle eau vous buvez cette semaine? On est parmi les rares collectivités qui ont une solution de secours. Il se trouve qu'il y a des travaux en cours sur le canal de Vendée, donc sur l'alimentation principale. Et il n'y a eu aucun moment d'interruption pour arrêter. Et donc, l'ensemble du Saint-Paé, dont Brett, est depuis plus de 8 jours sur la solution de secours qui se met automatiquement en route quand on a un problème. Vous savez qu'il y a des collectivités de notre communauté de communes qui n'ont aucune solution de secours. C'est d'ailleurs le cas de la plupart des communes, qui n'ont aucune garantie. Alors que les Orécois, on peut basculer à tout moment, en quelques heures, d'une ressource à une autre. On a des ressources distinctes. Vous voyez? Donc ça aussi, c'est le travail de 5 à 10 ans d'investissement. Je crois qu'on est pas mal par rapport à d'autres. Je sais que des fois, ça vous énerve, mais je crois qu'on est pas mal par rapport à d'autres. C'est plutôt ça l'idée qu'il faudrait faire passer. C'est bon sur ce rapport ou s'il y a d'autres... Alors, on est censé délibérer par rapport à ce rapport d'activité et à sa présentation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? 3. Merci. Alors, on a une banque vitale installée dans le hall de la mairie et on vous propose de renouveler le contrat lié à cette banque vitale. Ça représente un coût de 828 € hors taxe pour 3 ans. On peut s'interroger sur l'utilité de la banque vitale parce qu'il y a eu des installations dans les pharmacies, il y a d'autres endroits où on peut avoir le même service, mais nous on constate qu'il y a encore un certain nombre de gens qui viennent et qui s'en servent. Et donc, moi je vous propose de la renouveler parce que je pense qu'il ne faut pas enlever des éléments de confort. Entre autres, les gens qui viennent s'en servir en mairie, s'ils sont un peu coincés ou un peu maladroits, ils peuvent encore avoir aussi des personnes qui vont les aider, les accompagner. 800 € pour 3 ans, il me semble qu'il faut garder cette banque vitale. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Alors ça, c'est des choses que j'adore. Accord cadre mono-attributaire à bon de commande pour des missions intellectuelles. C'est beau, hein? Il faut oser l'écrire. Mais c'est les termes des codes des marchés publics. Donc on n'y comprend rien, mais c'est comme ça qu'il faut l'écrire. Donc de quoi s'agit-il? On a, depuis plusieurs années déjà, des gens qui nous accompagnent comme conducteurs d'opérations quand on a des opérations complexes à la mairie. Donc, on a un accord, on avait passé ça il y a 3 ans déjà, 3-4 ans. On a un accord qui peut courir sur 3 ans, avec un prix d'intervention de demi-journée et de journée de ces gens qui peuvent venir en soutien des services. C'est de ça dont il s'agit. Sous ce terme compliqué, c'est de ça dont il s'agit. Donc on consulte, on obtient un prix à la journée ou à la demi-journée avec un contenu de travail. C'est des gens qui sont chers à la demi-journée ou à la journée, mais ils sont chers en prix. Mais par contre, quand on fait le rapport qualité-prix, c'est des gens qui apportent un travail intensif. Sinon, d'ailleurs, on ne prend pas les journées ou les demi-journées si on n'est pas satisfait. Voilà. Donc cet accord arrive à son terme. Donc on vous propose de le renouveler pour 3 ans. On a bien sûr consulté. On vous propose de retenir le cabinet LP Conseil, qui travaille déjà avec nous. Et c'est pour des journées à 620 € et des demi-journées à 330 €. Alors, on les consomme quand on en a besoin. C'est un apport sur des points précis. Oui. Le dernier contrat, on était à 40 000 €. Là, on passe à 50.
Donc on les a utilisés, vraiment les 40 000 €, on y est arrivé ou pas? On n'est jamais arrivé à consommer l'intégralité de l'enveloppe pour nous. Et c'est quoi exactement comme type difficile que vous travaillez? Vous avez annoncé, c'est quel type Bon, les gens peuvent par exemple nous accompagner sur un appel d'offres complexe pour faire des analyses. Alors on peut citer par exemple l'appel d'offres en cours du château. D'accord. Une vingtaine de lots, des choses dans tous les sens, etc. Donc ils sont nos référents. Ils sont à ce moment-là nos référents. Ils peuvent nous accompagner sur des consultations techniques et difficiles, particulières, sur lesquelles nous on n'aurait pas la capacité juridique. On a une capacité juridique déjà de base qui est bien, qui est correcte, mais il peut y avoir des choses plus spécialisées. Ils peuvent venir sur des coups de bourre. Je ne sais pas, nous, si à un moment donné, on est infoutu de faire face parce qu'on a 3 chantiers en même temps, ils peuvent venir compléter le travail d'un Johan Boyer et faire quelques demi-journées à notre service. Voilà. Donc ça nous évite, une embauche supplémentaire, on ne sait pas bien comment on la gérerait. Par contre, là, on voit bien comment on peut gérer cet appoint pour écrémer les pointes ou les choses plus spécialisées. C'est bon là-dessus? Oui. Les avis contraires? Les abstentions? Merci. Alors, on a un contrat, je dirais même qu'on en a qu'un d'ailleurs. On a un contrat d'agent technique qui est un contrat d'accompagnement dans l'emploi, 20 heures par semaine, et on vous propose de le renouveler si vous en êtes d'accord. Des questions? Alors, des avis contraires? Des abstentions? Plan de formation 2019. Chaque année, on doit réactualiser et présenter le plan de formation. Vous l'avez tous reçu. On est très centré sur, bien sûr, la professionnalisation de nos agents. Donc, les formations qui peuvent être... et on est très centré sur le fait d'utiliser à fond toutes les formations peu chères, mais bonnes. Voilà, donc ça, entre autres, du centre de gestion, etc. Quand il faut des formations plus spécialisées, on met le prix qu'il faut, mais bon, voilà. On est sur de l'approfondissement pour chacun de leurs connaissances, donc des formations liées à l'urbanisme, ou des formations dans la période qu'on vit liées aux élections, ou à l'état civil, où il y a des variations de choses. On a des formations aussi pour les agents. Bon, par exemple, on a eu un nouvel ASVP, donc il y a des formations pour que les gens saisissent la portée de leur mission et soient formés à la manière d'exercer, le cadre légal, etc. On a bien sûr un certain nombre de formations qui tournent autour de l'hygiène, de la protection et de la sécurité des employés au travail. On a toutes les formations obligatoires du style CACES, enfin habilitation. Hein. Et puis après, on a aussi un certain nombre d'accompagnements des agents qui sont en préparation de concours. Donc des formations pour pouvoir progresser, passer des concours, obtenir des grades plus élevés. Voilà. On a rajouté une petite formation spécifique là qui est par exemple... on a des personnels qui accompagnent les enfants entre école et cantine. Et là, on s'est aperçu que c'était bien pour ces personnes-là aussi d'essayer d'avoir un accompagnement, un acte de formation spécifique. Il y a des personnes qui accompagnent les enfants et qui sont déjà, quand on les prend comme accompagnateurs, des gens qui, par exemple, ont eu des démarches du style BAFA, qui sont déjà des gens qui, par ailleurs, ont une pratique avec les enfants et ont eu une qualification. Et puis, il y en a, non. Et donc, on s'est aperçu qu'à ce moment-là, ça manquait, et que les gens pouvaient plus s'inspirer de leur comportement personnel, et que ce n'était pas forcément en adéquation avec ce qu'on pouvait attendre avec des enfants. Leurs principes d'éducation ne sont peut-être pas les nôtres. Voilà. Donc on a rajouté des formations pour préparer de manière générale les équipes qui accompagnent les enfants à cet accompagnement des enfants. Qu'on puisse dialoguer avec eux sur ce qui est faisable, pas faisable, la manière dont il faut agir. Voilà, c'est une petite formation particulière, mais je la souligne parce qu'elle a toute son importance. Oui. À titre du budget, ça peut pas monter encore même.
Une très bonne question, je ne sais pas du tout. Dans 15 000 euros. Voilà. 15 000 euros à ma gauche. Une grande partie de ces formations est prise en charge dans le cadre du 1% patronal qui est versé par l'organisme. Et après, on a à payer de façon distincte essentiellement les renouvellements de CACES, les formations spécifiques liées au matériel qu'on utilise. Il y a eu une formation récente aussi intéressante, je ne la retrouve pas là-dedans, mais il y a une tête, si je suis diagonale, par exemple sur tout ce qui est zone inondable, tout ce qui est les missions qu'on peut avoir au sein d'une mairie, élus et personnel, autour de prévention des risques zone inondable. Voilà, c'est des choses qui font partie du quotidien, de maintenir la professionnalisation de nos agents. C'est bon? Vous voulez qu'on éclaire? C'est ça, M. Valère? Alain, peux-tu nous donner tes lumières? Bien sûr. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Alors, le gymnase de Chazot. Non. Ah, bonne chance, ça. Ah, encore quelques boutons. On va attendre qu'il y ait de la lumière. Ah, ça vient, laisse-le celui-là, il y en a un autre. Non, c'est sûr. Bon, s'il y en a un qui sait, qu'il y aille. Non, ça c'est pour les descentes. Ah, ça allait éteindre. Qui est-ce qui veut continuer à essayer? Monsieur Cousin, essayez, vous allez y arriver, il faut éclairer sur... Ah, génial. Bon. Eh ben, c'est bien. Michel Vial, je te remercie. Ça, c'est plus tout à fait bien. Ça fait la difficulté. Gymnase de Chazot. Il s'agit d'une demande de subvention auprès de la région sur la réfection du sol sportif de Chazot. On est sur un volume global de dépenses de 163 287 €, prévisionnel, hein, on n'a pas consulté là pour le moment. Et on peut solliciter une aide régionale à hauteur de 40 000 €. Voilà. Donc il s'agit de cette demande de subvention. Y a-t-il des questions? Oui. Au point de vue du revêtement et du sol, et apparemment des équipements sportifs, vous le marquez, est-ce que c'est judicieux de, tant qu'à faire, on peut faire aussi l'isolation, le chauffage et tout ce qui va avec? Enfin, tant qu'à rapidité. Après, si on réintervient sur les sols qui seront propres, on va les abîmer, enfin. A priori, dans l'immédiat, ce gymnase qui est issu du collège donne satisfaction. Oui, on peut toujours investir plus sur... Là, en l'occurrence, ce qui était demandé, c'est l'obtention d'un 3e sol sportif permettant éventuellement de pouvoir officialiser des matchs et puis sans doute une meilleure répartition entre hand, basket, qui a un certain nombre d'exigences. Donc, on augmente la qualité du sol, sans problème, puisque c'était un enrobé. On équipe aussi en tableau de marque et on retravaille sur l'éclairage. À la fois parce que l'éclairage n'est pas suffisant et à la fois parce qu'en rénovant l'éclairage, c'est des économies qu'on va faire. On va avoir un meilleur éclairage pour moins cher. Après, si on passe aux travaux sur la structure elle-même, voilà, gymnase des Prairies, c'est-à-dire que c'est le million. 1 million d'euros, si on prend un gymnase, c'est À disponibilité pendant plusieurs mois. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. C'est pour éviter d'abîmer après des sols qui sont neufs, si on intervient pour... En fait, on a essayé de répondre à l'attente des clubs et du collège, puisqu'on a fait la rencontre des clubs et des professeurs du collège. Et en fait, leur attente, c'était vraiment qu'on améliore la qualité du sol, parce qu'effectivement, avoir un sol en enrobé aujourd'hui avec 260 élèves là-haut, c'était quand même un petit peu juste. Et puis ça permet, comme l'a dit Claude, une meilleure répartition. Je vois qu'il y a Michel qui est là, qui s'occupe de la répartition entre les clubs et les installations sportives. Une meilleure répartition, parce que le gymnase
de la MJC aujourd'hui. Il y a grand monde qui veut l'utiliser, notamment pour la compétition. Donc voilà. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. La difficulté, c'est qu'on a une fenêtre de tir qui est relativement courte si on ne veut pas rendre l'installation indisponible trop longtemps, parce que le collège peut se permettre en période estivale de faire une activité sportive en extérieur. Si d'aventure on devait immobiliser le gymnase pendant plusieurs mois, là il va falloir l'organiser et le prévoir, et avec une complexité beaucoup plus importante. Donc, alors on a 3 gymnases. Hein. Oui. Le gymnase des Prairies, il a été rénové. Mais justement, il y a des problèmes. Vous vous rappelez, quand vous avez restauré le site de Prairie, les premiers temps, on a eu des infiltrations d'eau sur le sol neuf. Bon, ça a été réparé parce que ça a été fait rapidement, mais on n'a pas eu d'incident que la chaussée, et je pense que la toiture, je ne pense que ça génère après des frais pour... Alors, Gisèle des Prairies, il a été repris entièrement. Voilà. Toiture et autres. Là, on remet un sol sportif. Et s'il y a un gymnase à prendre et un bâtiment, est-ce que vous savez lequel il faut faire? Moi, je pressens, a priori, que c'est celui de la MJC. Et pour s'attaquer à la MJC, ce qui est peut-être bien, c'est d'avoir un sol sportif à Chazot. Parce que ça veut dire qu'on continuera à disposer de 2 sols sportifs, un gymnase flambant neuf et Prairies, un gymnase qui fonctionne parfaitement, qui est à côté du collège pour ce qui est des scolaires, et qui pourra accueillir les diverses compétitions si nécessaire. Et au moment, c'est vrai, où on va s'attaquer à la MJC, ça va être compliqué, à tout point de vue, parce qu'il ne sera pas trop possible de refaire tout ça. Il y aura à la fois les activités de la MJC, les activités du centre de loisirs et les activités du gymnase. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, on va cumuler le maximum d'emmerdes. Et il faudra bien, et il y a des scolaires aussi, hein, et il faudra bien qu'on maintienne la vie pendant ce temps-là. Donc c'est pour ça qu'il paraît extrêmement rationnel de refaire ce sol, d'avoir 2 gymnases qui fonctionnent, et peut-être aussi d'avoir THL. Et puis après de se dire, ça y est, on a des lieux, c'est pas parfait, mais pendant qu'on va refaire un autre, cela, parce que bon, la MJC, c'est pas un truc de dire qu'on arrive à un moment donné où il faut se reposer la question de l'intégralité de ce bâtiment. C'est sans doute le plus ancien, me semble-t-il, des 3. Voilà. Sur cette demande de subvention, des avis contraires, des abstentions. C'est autre demande de subvention. Alors, je crois qu'il y a une erreur dans le compte rendu qui vous a été envoyé, non? Il faut lire 112 448 et à un endroit, à la fin, on vous a mis 102 000. Voilà, c'est 112 000. Hein, c'est bien le total de la première page qui est bon. Donc, montant des travaux, 102 000. Montant de la maîtrise de 10 000. On est sur un total de 112 448. Il s'agit là d'une demande de subvention pour la réfection de 2 cours de tennis extérieurs, pour lequel on attend une participation de la fédération et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On avait parlé dès l'origine, le président du club nous parlait de au moins 50% de subvention. Au moins, pas au plus. On est plutôt, par exemple, en ce qui concerne la fédération, à 13%. Et je ne suis pas sûr qu'on soit à 13% quand ils nous répondront. On verra. Donc, pour le moment, on demande des subventions. Les projets conviennent. Donc, mais c'est le montant des subventions qui risque de ne pas nous faire plaisir. Voilà. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Alors, sur la partie scénographie, muséographie du château seigneurial. Après, je pense qu'on n'aura plus rien à demander pour le château. Enfin, je ne sais pas, on va peut-être trouver autre chose. Hein. Là aussi, il s'agit d'une demande de subvention. Alors, cette demande de subvention, le montant de la scénographie tel qu'il a été estimé représente 259 000 €, 260 000 €. On ne l'a pas mis dans les dépenses éligibles, ni du patrimoine, ni à vocation économique,
Pour une raison bien simple, c'est que en le laissant à part, ça nous permet de solliciter le leader. Et on peut solliciter les fonds leaders à hauteur de 100 000 €. Voilà. Donc il s'agit là d'une demande de subvention pour obtenir 100 000 € de fonds leaders. Des questions? Oui. Est-ce qu'on est obligé de consacrer une telle somme à une simple scénographie? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose de plus léger? Parce que 260 000 €, ça fait beaucoup. Ah oui, c'est conséquent. Hein. Alors le château est vaste et il y a vraiment des choses à mettre en valeur. Hein. Donc oui, on peut faire avec, je ne vais pas caricaturer vos propos, mais on peut faire avec zéro, puis faire ça avec des bénévoles, hein, comme au château des Moines Saint-Christin, ça fait des années que ça vit et ça vit bien. Hein. Là, c'est vrai qu'on passe dans une époque actuelle, c'est-à-dire l'ambition c'est d'être réellement sur une scénographie. À vous de voir. Franchement, aujourd'hui, quand on aborde des visites de monuments historiques, on est obligé de les aborder au niveau de la grotte Chauvet. On ne peut pas aborder la visite d'un château, on peut l'aborder la visite d'un château avec les aléas, c'est extrêmement sympathique, attachant, efficace, ça anime la cité. Mais si l'objectif c'est d'avoir vraiment une dimension de visite patrimoniale, alors on peut dire Saint-Vidal, on peut dire autre chose. Hein. Moi je vous dis grotte Chauvet parce que c'est des choses récentes, mais les scénographies actuelles, elles sont basées sur des technologies liées au numérique, des reconstitutions, souvent en 3D, en hologramme, qui permettent d'ailleurs des adaptations et des variations dans le temps, c'est-à-dire on ne fait plus tout à fait des scénographies figées, c'est-à-dire on fait des scénographies dont on sait qu'on peut les renouveler, on a les médias pour les renouveler tous les 3 ans par exemple, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose, puis 3 ans après, on peut changer avec le même mode, le même outillage, enfin, les mêmes machines numériques, on peut faire autre chose, d'autres propositions. Le château, il est vaste. Hein. Il est vaste. Hein. Voilà, donc je ne sais pas trop quoi vous répondre d'autre. Je pense qu'avec ça, oui, on aura un bel aménagement. Trop beau, j'en sais rien, mais un bel aménagement. D'autres questions? On pourra essayer de faire une présentation de ce qui est envisagé là, à un moment donné. Je ne sais plus si on l'avait présenté déjà. Bon. Des avis contraires? Des abstentions? Alors, on a eu 2 demandes de subvention émanant des scouts guides de France. 2 demandes auxquelles en général la réponse est non. Les 2 demandes sont sur des choses particulières. Pour l'une d'entre elles, c'est pour accompagner un voyage à Paris dans le cadre d'une manifestation liée au scout. Et pour l'autre, c'est pour accompagner des jeunes qui, dans le cadre d'un projet personnel, mais dans le cadre des scouts, vont se rendre à Haïti pour, pendant un mois, participer au sein d'une structure à une animation, un projet qu'on pourrait qualifier d'humanitaire, se mettre au service. Voilà. Ce genre de choses, on ne l'accompagne pas. On ne l'accompagne pas parce que jusqu'à présent, par exemple, on n'a pas soutenu non plus, comment ça s'appelle, les gazelles. On n'a pas soutenu non plus les 4L Trophy. Divers modes finalement de tourisme humanitaire. C'est-à-dire de gens qui, en même temps, qui font un projet personnel, qui leur permet d'aller découvrir une partie du monde, pour une partie, l'accompagnent d'une partie humanitaire. Bon. Donc en fait, on accompagne leur projet et eux font une partie d'humanitaire. Bon voilà. Donc on n'a jamais été là-dessus. Par contre, moi j'ai envie de vous proposer qu'on donne quand même une subvention aux Scouts de France. Non pas liée à ces événements,
parce que ça serait un peu contraire à nos principes et on ouvrirait une boîte dont il pourrait sortir plein de projets, tout à fait légitimes, mais dont je ne suis pas sûr que notre argent doit servir à ça. Par contre, on a affaire à un groupe actuellement de scouts qu'on a vu participer à des nettoyages de bandoirs, qu'on a vu participer et aider sur certaines manifestations où ils sont venus, ils ont passé du temps pour aider telle association ou telle autre sur des manifestations. Et donc on a bien un groupe structuré, organisé, qui encadre des jeunes et qui quelque part participe à la vie communale. Donc à titre de cette reconnaissance de ce travail, moi j'aurais tendance à leur proposer une subvention d'un montant de 200 €. C'est sans doute pas ce qu'ils espéraient, mais c'est une manière d'envoyer un signe positif à leur action, de bien reconnaître leur action éducative et leur participation à diverses associations. C'est en même temps un peu délicat, il faut que vous en soyez conscients, parce qu'on a affaire, pour une partie, à une association confessionnelle. Et donc, je formule bien, moi, ce qui me semble que nous, on doit aider, c'est plutôt leur présence en tant que groupe de jeunes structurés, aidant à diverses manifestations, participant à certains événements locaux, etc. Donc c'est cette implication-là. Ce n'est pas l'intitulé elle-même de l'association, par ailleurs totalement respectable. Est-ce que ça vous convient à formuler comme ça? Des questions? Oui? Sur combien sur la commune? Alors là, vous me posez une colle, mais une bonne dizaine, non? Sur les jeunes qui avaient un projet humanitaire, ce qui est très différent, alors sur les scouts qui iraient à Paris, c'est 9 scouts. Et sur le projet humanitaire, je crois qu'il y avait une personne d'Orec, et puis au milieu d'un groupe de 3, 4, 5 personnes qui montent le projet pour l'Haïti. Ça, c'est des gens plus âgés. Enfin, voilà. Donc moi, je pense que c'est une organisation d'une dizaine d'enfants qui encadrent. Alors c'est peut-être 15, je suis peut-être injuste. Moi, je pense. Hein, C'est plutôt une quinzaine. Voilà, oui, il me semble. Voilà. Les avis contraires? Les abstentions? Merci. Alors, du même style, une demande de subvention qui se raccroche, où là on est dans notre formulation habituelle, les maisons familiales et rurales de Chaumont, qui s'appelle l'école de la nature. Ils nous ont fait savoir qu'elles recevaient un jeune Orécois. Et donc vous savez que traditionnellement sur ce type de formation, on apporte une aide à chaque Orécois, à chaque établissement qui reçoit un Orécois, sur des formations qu'on ne peut pas effectuer ici, de 90 €. Donc nous ayant écrit et nous ayant donné l'identité de l'enfant qu'ils ont scolarisé, qui est Orec, je vous propose que nous leur attribuions les 90 € qui viendront en soutien de cette formation. C'est bon? Les avis contraires? Les abstentions? PLU. Eh bien, on arrive au bout. Donc, je vous rappelle que cette révision allégée du plan local d'urbanisme avait pour unique objet le fait de faciliter l'installation d'un jeune agriculteur sur un secteur où, malheureusement, un bout de terrain était classé de telle manière qu'on ne pouvait même pas positionner son bâtiment agricole. On a dû, pour débloquer tout ça, passer par une révision, même si c'est une révision allégée, passer par une enquête publique, passer par presque un an de travail. Ça montre la lourdeur des choses. Il y a une chose peut-être à en retenir, si je peux me permettre, c'est que faut que vous soyez tous bien conscients autour de cette table qu'on ne rend plus des terrains constructibles. Tout propos pouvant laisser supposer à quelqu'un que s'il le demande, il aura son terrain constructible, est un propos fâcheux. Et qui, de toute manière, s'avérera faux. Moi, il m'arrive, les gens m'écrivent encore en disant ça serait sympa si vous pouviez
nous donner 1000 mètres carrés constructibles dans tel hameau, dans tel truc, on aimerait bien, parce qu'on est un peu coincé, ça nous arrangerait financièrement, ou tout simplement on installera un de nos enfants. Il faut que vous lisiez, que vous écoutiez, que vous découvriez les textes nationaux. Il y a un blocage de tout développement des zones constructives. Alors, on peut ne pas être d'accord, auquel cas il y a une démarche militante à faire pour qu'on récupère de l'autonomie permettant à l'échelle d'une commune éventuellement de rajouter quelques hectares. Et puis comme ça, on pourra essayer. Même dans ce cas-là, ça sera fait avec des règles, à mon avis, extrêmement strictes. Et donc, la tendance, elle est simple, sur des territoires comme le nôtre, c'est que dans chaque PLU, c'est des hectares qui sont supprimés, des hectares constructibles. Voilà. Et donc, ce n'est pas des hectares ou des mètres carrés qui sont ajoutés. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et donc, dès qu'on veut faire quelque chose, là, c'était pour l'installation d'un jeune agriculteur. C'est un bâtiment agricole. Il s'agit d'un outil de travail dans un secteur précis. Donc là, on y est arrivé. Mais s'il s'agissait de rajouter 5000 m² pour M. Duchemog pour faire 3 maisons, eh bien, je peux vous dire qu'on passerait pour des drôles d'abrutis auprès de ceux qui nous gouvernent. Et que ça passerait pas. Voilà. Donc, je tiens à le préciser, ça évite les confusions. Hein. Voilà. Alors, il faut le dire courageusement aux uns et aux autres. Hein. On est aujourd'hui dans une situation sur le territoire de la Haute-Loire où on cherche quoi? On cherche du foncier pour installer de l'activité économique. Et là, il y a des possibilités de créer du foncier économique. Sur Aurec, difficile. Hein, on a nos zones inondables, on a nos plateaux, bon, donc ils s'en créent le long de la route nationale, vous voyez. Nous, on est plutôt à la reconquête de nos friches. Mais ça, sur le territoire, il manque de terrain industriel. On est à flux tendu. Et l'industrie, même si on a quelques épisodes comme Chenet, a plutôt tendance aujourd'hui à reprendre place sur le territoire. Et donc, on manque de foncier industriel. On manque de foncier agricole. Il y a aussi localement une évolution de l'agriculture vers de la production de qualité. On est dans un secteur de montagne et difficile, et où il faut que des gens puissent s'installer. On manque de terrain agricole. Voilà. On a plutôt beaucoup de forêts, et en matière d'urbanisme, dans les terrains dont on dispose déjà, on a le nécessaire pour assurer la croissance de nos collectivités. Pas spécialement Aurec, hein. Aurec et tous nos voisins. Et donc, chaque fois qu'on s'attaque à un PLU, l'État n'a de cesse que de diminuer les surfaces. Voilà. Donc, mettez-vous bien ça, parce que tout autre propos ne tiendrait pas la route. Voilà. Là, en attendant, on arrive au bout de cette procédure de révision. Il nous reste aujourd'hui à l'approuver. Il n'y a pas eu de remarque du commissaire enquêteur. Il n'y a pas eu de remarque de particulier. Les personnes concernées, en particulier celles du hameau, ont participé aux réunions publiques, ont été clairement informées, elles ont eu l'occasion de s'exprimer, on les a rencontrées, donc on est bien sûr, tous ceux qui sont concernés ont vu et ont pu s'exprimer. Il s'agit donc maintenant de délibérer pour arrêter définitivement cette révision et l'approuver. Et ça veut dire qu'elle deviendra exécutoire dans le mois qui suivra sa réception par la préfecture. Ça veut donc dire que dès qu'on va l'envoyer dès ce soir, demain matin, et donc un mois après, notre ami agriculteur pourra espérer avoir son permis. Qu'il attend avec beaucoup d'impatience, que la Chambre d'agriculture aussi attend avec beaucoup d'impatience. Puisque le permis est lié à l'obtention d'un certain nombre de déclenchements d'aide, etc. Donc on est vraiment à flux tendu. Voilà. Il y a des questions? Les avis contraires? Des abstentions? Monsieur le maire, est-ce qu'on a beaucoup de demandes d'agriculteurs pour s'installer sur la commune? De jeunes agriculteurs? Beaucoup, je ne sais pas, mais on a des jeunes agriculteurs qui s'installent sur la commune. Hein, et on serait bien embêtés si on en avait d'autres. Hein. Si on avait des terrains, il y aurait des jeunes agriculteurs en plus qui pourraient s'installer. Il y a des demandes. Alors, nous, on est plutôt sur cette commune, sur des familles d'agriculteurs qui se consolident et dont les enfants s'installent. Et on arrive, et ils arrivent à s'installer. Et on essaye justement, comme là, plutôt de les aider. Et le fait qu'on ait protégé l'intégralité de nos plateaux, c'est ce qui a pu sauver ces générations d'agriculteurs. Après, ce qu'on constate sur le territoire, c'est que de plus en plus, les agriculteurs qui
s'installent, territoire Haute-Loire, hein, ne sont pas issus de l'agriculture. Là, nous, on parle bien d'agriculteurs qui sont issus des filières agricoles et qui sont souvent depuis plusieurs générations, et donc qui se consolident. Nous, oui, on a des agriculteurs qui transmettent ou qui ne transmettent pas, qui s'installent, et on y arrive sur oreille. Ailleurs, ce qu'il y a souvent, c'est des gens qui se reconvertissent à l'agriculture, qui s'installent. Il y a du déchet, comme dans les startups, comme dans d'autres choses, et il y a des gens qui réussissent. Et souvent, ces nouveaux agriculteurs ont des projets spécifiques. Ils s'installent directement en bio, ou ils s'installent, on en a eu un exemple récent au pays, sur des plantes médicinales, où ils s'installent sur des choses très particulières. Qu'est-ce que c'est que le gars il fait? Il ramasse des bourgeons de cassis. Parce que les bourgeons de cassis, c'est acheté par des laboratoires pharmaceutiques. Demandez-moi pas pourquoi, j'ai oublié, mais ça devrait guérir de tout. Ils font quelque chose avec. Bon, donc on a beaucoup de jeunes agriculteurs qui sont des nouveaux agriculteurs, pas issus des filières agricoles. C'est souvent un projet de vie, une reconversion. Ceux-là travaillent plutôt sur des petites surfaces. Par exemple, il y a du déficit sur notre territoire. Si on avait quelques hectares à filer à un agriculteur en REC, on aurait des gens qui viendraient s'installer en maraîchage. Il y a des projets, et des projets qui arrivent à tenir avec des gens qui se différencient, ne sont pas sur des grandes surfaces, ne sont pas sur des dizaines d'hectares, ne sont pas sur des endettements conséquents, ils sont plutôt sur des stratégies de production de choses avec une forte valeur ajoutée. Vous voyez, on travaille sur le territoire pour implanter une légumerie, c'est-à-dire un lieu où l'agriculteur pourrait faire la première transformation. Parce qu'en fait, si l'agriculteur est en mesure de passer de son légume brut à un légume propre, voire déjà conditionné, à la place de faire 1, il va faire 3 ou 4 de chiffre d'affaires. On travaille sur l'abattoir d'Issingeau, on travaille sur des abattoirs et des ateliers de découpe pour être mis à disposition de ces filières-là. Ça permet à des gens de s'installer, de développer justement sur des produits et sur les premières phases de transformation de ces produits. Et quand on fait ça, les agriculteurs gagnent bien leur vie. Alors que quand ils produisent, en général, ils courent après des sommes et des aides. Voilà. Mais oui, il y a de l'installation sur ce territoire. Voilà. Alors il y a du déchet aussi. C'est bon là-dessus? On avait délibéré? Oui? Non? Sur le PLU, on avait délibéré? Nickel. Je ne suis pas suivi moi-même. C'est sûr. Très bien. Alors, la délibération suivante, elle est sur le principe des ventes de diverses parties de la maison médicale. Donc, cette maison médicale, elle a été construite avec une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec Bâtir et Loger, qui gère l'ensemble de la construction, y compris les logements HLM, pour notre compte, la partie médicale. Voilà. La réception devrait être faite courant juillet, à 1 semaine ou 2 semaines près. Donc il faut qu'on soit à même, à ce moment-là, de passer les ventes. Là-bas, c'est derrière les dossiers. Derrière les dossiers. Je peux les mettre de l'autre côté. Ah oui. Et là, il y a les prix. Ah d'accord, les prix. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui en matière de délibération, c'est de vendre le cabinet d'infirmier, c'est de vendre le cabinet d'ostéo, et c'est de vendre le cabinet de kinésithérapeute. Ces gens-là se sont positionnés pour être propriétaires dès l'entrée dans les lieux. C'est la formule qui leur agrée. Sachant que chacun des occupants de cette maison médicale connaît la valeur d'un prix d'achat, et si dans les mois à venir, certains veulent se positionner pour acheter, par exemple si le dentiste veut passer d'une location à une acquisition, on passera à une acquisition. Des gens qui ont préféré différer cette acquisition. Ce qui ne nous pose pas de problème, ça veut dire qu'ils payent d'une manière ou d'une autre, ils payent la même chose puisqu'ils le payent en location. Voilà. Donc pour ce qui est de la cession du cabinet d'infirmier, il s'agit d'une somme de 114 416 €
on parle en hors taxe, pour une surface de 55 mètres carrés. Pour ce qui est du cabinet d'ostéopathe, il s'agit d'une somme de 127 228 euros pour une surface de 61 mètres carrés. Et pour le cabinet de kiné, c'est une somme de 165 645 pour une surface de 79,5 mètres carrés. Des questions par rapport à ça? Oui. Donc après, qu'ils ont son forfait été, Oui. ils peuvent le revendre. C'est pas forcément un kiné qui peut s'installer avec n'importe qui. Il n'y a pas des règles. Ça gardera un objet médical, mais non, oui, après ils sont propriétaires, oui, tout à fait. Ils ne sont pas bloqués sur... Oui, bien sûr. Alors, vu la forme des locaux et des aménagements, s'ils devaient changer, c'est pas bloquant, mais ils auront des frais. Les locaux, les prix d'ailleurs, il y a quelques variations, mais les locaux ont été adaptés à leur demande professionnelle. Donc, c'est contraignant. Ça entraîne un certain nombre de conséquences. Je veux dire, c'est pas des. S'ils voulaient reconvertir ça en appartement, il y a un peu de boulot quand même. Il faudrait qu'ils fassent une salle de bain, il faudrait qu'ils. Ben voilà, parce que c'est des locaux, donc c'est pas du tout les mêmes répartitions. C'est quand même des locaux hyper spécialisés, mais c'est quand même spécialisé. Hein, c'est pas tout à fait la même chose que. Voilà. C'est toute finition comprise? Alors, c'est en général toute finition comprise, sauf, je pense, pour la kiné, l'ostéopathe, pardon, l'ostéopathe qui avait le souhait de réaliser elle-même, c'est le sol et les couleurs. Donc, à la limite, les gens pouvaient choisir s'ils avaient voulu qu'on leur livre une surface, ils avaient le choix. On pouvait très bien ne pas faire un certain nombre de prestations et leur les laisser faire. Donc, en fait, ils ont choisi leur aménagement. Et après, s'ils voulaient le faire eux-mêmes, soit pour des raisons d'économie, soit pour des raisons, j'en sais rien, pour ce qu'ils veulent, ils pouvaient le faire. Mais donc les surfaces sont livrées en état d'achèvement, à l'exception de celle-ci. Toutes les autres, oui, c'est tout fait. Ils rentrent, ils n'ont rien à faire. C'est bon, pas d'autres questions? Des avis contraires? Des abstentions? Alors, une petite lettre, si vous permettez, une petite lettre de l'EHPAD Les Tilleuls. Depuis l'ouverture de l'actuel EHPAD, l'établissement supporte les dépenses et les agréments de l'ancienne maison de retraite. Compte tenu des difficultés financières croissantes et du manque majeur de trésorerie de l'établissement, vous avez bien voulu soumettre à votre conseil municipal l'acquisition de ce bien dont la vente a été réalisée le 6 mars dernier. Hein, je vous rappelle qu'on a acheté l'ancienne maison de retraite. On a fait l'affaire du siècle. Nous souhaiterions vous en remercier. Nous savons pouvoir compter sur votre compréhension et votre aide pour le maintien de la qualité de prise de soins de nos résidents en adéquation avec un prix de journée raisonnable au vu des moyennes départementales. Nous pourrions croire, Monsieur le maire, l'expression de nos respectueuses salutations. Voilà. Donc, l'établissement tient à nous remercier. Grâce aux démarches qui ont été faites pendant l'année, l'établissement a retrouvé une trésorerie qu'on va qualifier de saine. On est vraiment dans ce mouvement national où il faut être conscient que nos EHPAD accueillent maintenant des gens en fin de vie, mais ils les accueillent confortablement dans de bonnes conditions, qui fait que ces gens, souvent, ils y passent encore 3 ou 4 ans de leur vie. Et que tout l'objectif est qu'ils les passent bien, ces gens-là, dans de bonnes conditions. Mais c'est de plus en plus un travail difficile, puisque, et on ne peut que s'en féliciter, il y a toute une politique pour maintenir les gens à domicile. Ça veut donc dire que quand on est accueilli dans une EHPAD, très souvent, on est déjà extrêmement dépendant. C'est donc un travail très lourd pour le personnel, et il n'y en a pas plus qu'avant. Beaucoup plus technique, au sens d'avoir besoin de porter des personnes, au sens d'avoir besoin d'eux, ou contraignant. Il y a un lieu à l'EHPAD, c'est pas forcément très gai de parler de ça, mais il y a un lieu qui s'appelle l'Oasis, où normalement ce sont les personnes en toute fin de vie.
Et là aussi, l'attention, le soin donné, l'affection portée, fait que ces périodes de fin de vie, elles ne se passent pas en 2 jours. Hein. Il y a des gens qui, même dans une dépendance extrême, continuent à vivre et à être accompagnés, choyés, etc. Bon. On arrive à un enjeu de société qui est très très fort. Parce que nous, on a aidé à travers ce fait de reprendre l'ancienne maison de retraite. C'est one shot, hein, on a acheté, on a mis 100 000 euros. Mais il va bien falloir qu'on prenne conscience que la plupart des retraites ne permettent pas aux gens de payer leur entrée dans les EHPAD. Voilà. Et que donc on a un problème de financement de ces périodes de fin de vie. Et il faut espérer qu'on va trouver les moyens de l'assumer collectivement. Parce que quelque part, on parle de nous, on parle de nos parents, ceux qui ont encore leurs parents. On parle de chacun d'entre nous. Donc c'est assez fondamental. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je n'hésiterai pas à refaire appel à vous s'il s'avérait que la maison de retraite traverse un trou d'air. Parce que là, on ne peut pas faire autrement, quoi. Ça se discute même pas. Il y a un très très gros enjeu collectif pour les années à venir. Et je pense que cette maison de retraite fait un très bon travail. Mais qu'on arrive au bout, y compris en termes de personnel, on arrive au bout, c'est-à-dire c'est dur pour les gens qui bossent, et pour ne pas être très bien payés. Voilà, donc il y a vraiment une ambiguïté, quoi. C'est-à-dire que c'est à la fois un travail dur, c'est un travail où ils n'ont pas de renfort. Là aussi, hein, si vous voulez, la disparition des contrats aidés, même si c'était un palliatif, je m'excuse de ce terme, hein, mais un palliatif, c'est-à-dire qu'en fait, les contrats aidés, ce n'était pas la solution. Mais les contrats aidés, c'était la respiration du personnel. Donc même là, l'absence des contrats aidés fait que les personnels sont encore plus en tension. Parce qu'il n'y a plus la faculté de remplacer la personne qui s'est fait mal à la colonne vertébrale, de remplacer la personne qui a besoin de souffler un mois parce que ça fait des années qu'elle s'occupe et qu'elle est en frontal avec ses difficultés. Voilà. Donc il faut qu'on ait, je l'espère, à travers notre pays et notre président, un vrai projet autour de ces personnes et de ces sujets. Voilà, c'est pas gagné, mais c'est un vrai besoin. Nous, c'est une bataille quotidienne avec Florence. Parce qu'il faut à tout prix qu'on arrive à obtenir le développement d'un accueil de jour. Et on n'arrive pas à avoir les autorisations. Or, un accueil de jour, ça serait quelque chose d'aidant pour les aidants et d'aidant pour les personnes. Mais il faut une autorisation pour l'ouvrir. Sinon, ça serait fait déjà. C'est même pas, même si ça devait nous coûter pendant des années, moi je vous le proposerais. Encore faut-il qu'on ait l'autorisation. L'autorisation de l'ARS, ça n'a rien à voir avec le département. Ah oui, c'est pas le département. Ouais, c'est vraiment, même avec toute la bonne volonté du monde, il faut que l'ARS ne met pas de place supplémentaire aujourd'hui pour les accueils de jour. Donc il faut répartir les places existantes sur l'ensemble du territoire, ce qui est très... chacun tire un petit peu de son côté, et ce qui est très compliqué pour ouvrir un accueil de jour aujourd'hui. Je vais juste rajouter que les temps allaient être de plus en plus difficiles. On a une nouvelle loi qui s'appelle la loi SD de l'adaptation de la société au vieillissement, qui contraint encore plus les maisons de retraite de nos jours. Et souvent, la variable d'ajustement, c'est le prix de journée, chose que nous, on ne veut pas du tout, qui est déjà assez élevé aujourd'hui. Et voilà, donc il faut qu'on se prépare à un avenir peut-être plus compliqué. Quand une maison de retraite n'arrive plus à faire face à ses obligations, c'est un centre hospitalier qui la récupère. Et ça, on ne veut absolument pas que ça se passe sur nos territoires. Donc voilà, juste. Alors, ce qu'il faut bien entendre de tout ça, parce que finalement, des fois on se dit à quoi servent les élus, qu'est-ce qu'on fait. On est dans l'obligation de partager la détresse de dizaines de familles. Parce que finalement, aujourd'hui, entrer à l'EHPAD d'Oreille, c'est se confronter à une liste qui est entre 200 et 300 inscrits. Et les gens qui sont à l'EHPAD, ils ne meurent pas à tour de bras. Hein. Non. Ils sont contents d'être vivants, ils sont bien, ils ont l'intention de durer, ils sont bien accueillis, ils ont parfois encore un conjoint qui est là tous les jours, etc. Donc on ne peut pas dire, les places, elles tournent en permanence, allez, une liste d'attente de 300, ça va le faire, tout le monde va rentrer, tout le monde va sortir. Eh non. Et vous imaginez
que derrière ces dossiers, parce que là c'est un chiffre, c'est complètement abstrait, mais la réalité c'est pas ça. C'est l'appel au secours d'une famille dans des situations de détresse extrême, ou dans l'urgence, la veille ça allait bien, puis ça va plus, et il faut trouver une solution, il n'y a pas de solution, ou des solutions à des centaines de kilomètres, etc. Vous imaginez le drame permanent entre la direction, entre nous, qu'on vit, pour essayer de répondre au mieux aux familles dans la plus grande difficulté. Et la frustration permanente quand on ne veut pas répondre. Parce qu'en plus, si vous voulez, les personnes qui arrivent, elles peuvent relever de soins ordinaires. Donc, elles jouent sur un éventail de places un peu plus grand. Elles peuvent relever du cantou. Ça peut être des personnes déjà désorientées. Auquel cas, il y a moins de place. Et donc, du coup, elles ne bénéficient pas forcément de la première place libérée. Parce que la première place libérée, si elle n'est pas au cantou, on ne peut pas. Si c'est une personne en grande dépendance et qu'elle doit rentrer à l'Oasis ou qu'elle est en fin de vie, ben, il faut qu'il y ait une autre personne aussi. Et donc, c'est l'enfer, niveau ça. C'est l'enfer parce qu'on est face à de la détresse des personnes, à des situations d'urgence. On essaye de faire au mieux. Alors, on essaye de faire au mieux, mais c'est en permanence injuste. On aimerait avoir, là, c'est pour le coup, je l'ai déjà dit pour autre chose d'ailleurs à un moment donné, mais on aimerait avoir des baguettes magiques. Malheureusement, ce n'est pas des baguettes magiques qu'il nous faut, c'est du travail, c'est des moyens, c'est des places, c'est du respect des personnes et des familles, c'est de l'écoute, etc. Ça fait partie quand même des missions, je regarde mon collègue d'en face, des missions très ingrates d'un maire. Très ingrates, mais en même temps auxquelles on met vraiment de l'énergie et dans le plus parfait anonymat en général. Et malheureusement, on laisse de côté un certain nombre de nos citoyens qui, bien qu'ayant vécu à Aurec, vont finir leur vie ailleurs, alors qu'ils avaient le souhait le plus profond de finir à Aurec. Et ça peut être des gens proches, je veux dire, il n'y a pas de particulier. Voilà, donc elle nous remercie. La maison de retraite a sorti la tête de l'eau, sans qu'on ait trop touché au prix pour les familles, parce que ça c'est l'autre drame économique. Il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet pour les années à venir. Il y a un vrai sujet, et il faudrait qu'on arrive à faire exploser un certain nombre de règles, pas les exploser de manière considérable, mais on aurait déjà cet accueil de jour, on pourrait réguler des situations, on pourrait temporairement soulager des personnes, avoir des personnes à la journée, avec des conjoints ou des familles qui reprennent la personne le soir, etc. Ça ferait un nouveau sas, si vous voulez, il faut des sas par rapport à tout ça pour pouvoir progressivement aborder les personnes. Voilà. Donc ça, c'est une bataille politique qu'il faut continuer à mener. Un tout petit mot là-dessus. Je me permets. Voilà. Alors, vous connaissez mon esprit, parfois désagréable. Faut faire gaffe quand on met des sondages sur Facebook. Surtout quand ces sondages ont eu pour réponse 12 participants, 14 participants, et qu'on voit s'afficher au-dessus 80% des personnes. Donc ça c'est vous, hein, très directement. Hein, bon. Donc par exemple, un sondage qui dit 80% des personnes disent que la restauration scolaire c'est mauvais. Alors on regarde en dessous, parce que Facebook c'est vraiment diabolique. Hein. Puis on dit 80% des personnes... Ah oui, 80% de 12. 80% de 12. D'accord. Ça fait 9, je crois. 9,5. 12. C'est qui ces 12? Ils mangent à la cantine au moins. Parce que si jamais ils ne mangent pas à la cantine, comment ils peuvent avoir une opinion sur la qualité du repas? On ne sait rien. C'est un sondage, c'est anonyme. Le mec, il a répondu, il a cliqué, il n'est peut-être même pas concerné. Ou est-ce que c'est un sous-ensemble d'une liste politique qui répond 12? Parce qu'une liste politique, à minimum, pour être à la commune, ça a fait plutôt 29 personnes. Donc, moins de 29 votants, c'est moins que le sous-ensemble d'une liste. Bon. Vous voyez, c'est un mauvais esprit de ma part, mais quand même. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on met sur Facebook. Si on veut fabriquer une société à peu près harmonieuse, mettez des faits, mettez des photos, arrêtez de balancer des trucs qui sont... complètement loufoque, des sondages avec à la clé 12 personnes, 17 personnes, 15 personnes, et donc on ne connaît pas la nature. Vous savez, j'ai entendu aujourd'hui, il y avait une jeune fille qui avait consulté, elle n'était pas bien, mais pas vraiment bien, et elle avait consulté sur Internet ses followers pour savoir si elle devait se suicider ou pas. Les mecs, ils ont répondu qu'il fallait qu'elle se suicide. Et elle s'est suicidée.
Et il y a de l'intelligence dans les réseaux sociaux. Donc, mettez que des faits là-dessus. C'est juste un conseil, c'est un peu paternaliste, mais c'est un conseil. Par contre, voyez, c'est rigolo, parce que vous mettez un bout de sondage qui est tout sauf rien, tout sauf scientifique, tout sauf objectif, tout sauf fait par quelqu'un qui aurait déjà une opinion préconçue, et dans le même temps, les parents d'élèves, dans leur grande curiosité, totalement indépendants, se permettent de lancer, eux, un vrai questionnaire. Alors vous voyez, par exemple, pour la maternelle, il y a 80 personnes, familles de l'école publique qui mangent à la maternelle, et ils ont eu 46 réponses. 2 personnes, 2 familles, dont les enfants mangent à la maternelle. Ce qui est intéressant, il vaut mieux que ce soit eux qui répondent. Et donc, en vert, on peut rentrer dans le détail après si vous voulez. En vert, il y a 80% de gens qui disent que tout va bien et que c'est excellent. C'est très satisfaisant ou satisfaisant. Voilà. Et puis en pas satisfait du tout, il y en a 2%, et peu satisfait, 9%. Donc vous voyez, c'est pas les mêmes qui ont répondu. Mais eux, ils mangent réellement à la maternelle. Voilà. Donc ça, c'est pour ceci. Alors, c'est aux parents d'élèves, ce sondage. Il a été fait indépendamment de nous, donc je ne devrais même pas l'utiliser. Il vaudrait mieux que ce soit eux qui le publient, mais ils nous l'ont donné lors d'une réunion. Donc c'était un dialogue intéressant. Ce qu'on constate là aussi, c'est qu'en fonction des questions posées, ils trouvent que les quantités sont suffisantes, à 95%, et puis bien sûr, ils aimeraient plus de bio et de local, plus de labels, et puis ils aimeraient que le menu du jour soit affiché sur les sites internet, ce qui n'est pas le cas. Hein, pour le moment, on n'a pas accès sur le site internet, mais c'est en train de se faire. Ils ont une autre demande quelque part, je ne sais pas si on l'a mis, c'est plus de plastique que dans les emballages à l'école, les trucs qu'on réchauffe. Mais ça, coup de peau, c'est bien, on vient de le faire. On a eu beaucoup de mal parce qu'on n'arrivait pas à trouver les bons emballages. C'est pas le tout de dire on supprime l'emballage, il faut en trouver un autre. Bon. Et donc on l'a trouvé, hein, parce que c'est voilà. Et puis peut-être pour le primaire. Alors pour le primaire, en fait, sur 150 rationnaires, on est toujours école publique, il y en a 120 qui ont répondu. Et donc là, on voit qu'on est sur un indice de très satisfait et satisfait qui est de l'ordre de 67%. Ou 70%. 67% c'est la qualité des repas, 70% c'est le rapport qualité-prix. Voilà. Après, il y a 70% de gens qui trouvent que les quantités sont suffisantes, et puis ils ont posé les mêmes questions, donc il y a 80% de gens qui aimeraient plus de bio et de local, 70% qui aimeraient plus de label, et 96% qui aimeraient plus les menus sur Internet. Hein, ils ont questionné sur d'autres choses, ils ont trouvé à 64% que le personnel était à l'écoute. Ils ont trouvé à 50... Enfin, ils ont presque tous trouvé que... Enfin non, il y en a 20% qui ont trouvé que c'était un problème que la cantine soit à l'extérieur de l'école. La question c'était est-ce qu'il faut que les enfants mangent à l'école ou est-ce qu'ils peuvent continuer à faire le trajet? Ben, il y en a 80% qui disent que ça ne pose pas de problème majeur. Ils ont questionné aussi sur les restes de nourriture. Voilà. Ça, c'est plus pour travailler sur le fait de réduire les déchets. Voilà. Simplement, là-dessus, je vous le redis, faisons du travail sérieux si c'est du travail d'opinion. Parce que c'est bien d'être majorité opposition, mais quand même, on travaille à la fois sur l'humain, on travaille sur des gens qui, là, en l'occurrence pour la cantine, travaillent depuis des années à établir de la qualité, depuis des années dialoguent dans des commissions de restauration, depuis des années accompagnent les enfants, depuis des années font face quand il y a des galères et des difficultés. Personne n'a l'impression d'être parfait, même pas moi, c'est vous dire. On a des marges de progression, mais quand même, quelques données un peu élémentaires. Alors après, on peut toujours écouter ceux qui sont contre. Et auquel cas, si on écoute ceux qui sont contre, c'est 100%. 80, c'est pas suffisant. Vous auriez dû dire 100% des gens n'aiment pas la cantine. Parce que, je vais le dire, il suffit d'interroger chaque fois les gens qui sont contre, et vous aurez 100%. Rendez-vous dans quelques mois. Allez, y a-t-il des questions? Oui. Le conseil d'année, vous avez parlé qu'on avait reçu un prix par rapport au phytosanitaire. Oui. Il est où? Il est affiché où? Ah, il n'est pas affiché encore.
Non, t'es pas où tu veux que je réponde. On aurait fini la soirée ce soir, ça aurait été un monologue. Sébastien, ici présent, et Chloé ont été recevoir le prix à Paris. Un magnifique prix avec un magnifique trophée. Et ils se sont fait détrousser dans le train de retour. Comme quoi, il n'y a pas que de la délinquance à Aurec. Parce que c'est pas du tout à Aurec que ça leur est arrivé. Hein, voilà. Et donc, c'est pas le trophée qu'ils se sont fait piquer, mais le trophée, il était dans une boîte, et ça ressemblait curieusement à une tablette ou à un ordinateur, la boîte. Et donc, ils se sont fait piquer. Le gars, il a sans doute été déçu. Parce qu'après apprendre qu'il avait gagné le label Tercel, je ne suis pas sûr que ça lui ait fait plaisir à lui. Hein, parce qu'on peut garder la boîte, mais quand le label, c'est un peu délicat. Donc, le ministre de l'Environnement, dans sa grande sagesse, nous a dit qu'il allait nous renvoyer un trophée. Alors, on espère que par la poste, on ne le perdra pas. Voilà. Et puis, on est un peu en attente, parce que si vous voulez, il y a beaucoup de panneaux d'entrée d'agglo avec les mentions zéro phytosanitaire, truc. Nous, on a déjà la vigilance, le machin participatif, on a déjà l'éclairage de nuit, on a déjà la région, avec le beau bleu de la région. Donc, on va mettre sans doute, mais là aussi, pour mettre en entrée de ville, moi, j'aimerais bien qu'on nous explique ce qu'on écrit. Parce qu'en fait, le label supérieur qu'on a, c'est le label Tercel. Pas le label zéro phytosanitaire. On ne va pas se mettre deux labels en entrée de ville. Par contre, il faut que ce soit lisible par chacun. Donc on attend qu'ils nous le renvoient. Ils nous ont dit qu'il leur en restait, qu'ils pouvaient nous en renvoyer un. Parce que c'était gravé au nom de la commune. Hein. Donc ils sont obligés de le regraver au nom de la commune. Bon, mais ils vont le faire. Pour nous, ils vont le faire. Et cette fois, on ne le fera pas ramener par Sébastien parce qu'il n'est pas fiable. D'autres questions? Merci pour votre attention et à bientôt.